Nous sommes en 1970. Au cœur des terres bretonnes, à Loudéac, près de Pontivy, un jeune garçon est bercé par des airs de musique classique émises par le tourne-disque familial. Si la mère de Ludovic affectionne particulièrement les nocturnes de Chopin, son grand frère lui fait écouter des artistes plus actuels, de Bob Marley au tout jeune groupe de hard rock. C'est dans la rue, à l'âge de 8 ans, que Ludovic va découvrir l'accordéon joué par d'autres jeunes de son quartier. Une rencontre qui va l'amener à prendre ses premiers cours de musique, mais aussi à apprendre le piano quelques années plus tard. À l'époque, personne ne se doute que ce jeune musicien deviendra l'un des compositeurs de cinéma français les plus réputés de sa génération et remportera l'un des plus grands prix du monde du 7e art. Genèse, le podcast de la création présenté par Oscar Chedemois. Bonjour Ludovic Bourse. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission, à ce nouvel épisode de Genèse. Vous êtes compositeur, connu pour vos musiques de films. On vous doit notamment les bandes originales de The Artist, des 2 premiers opus d'OSS 117, et plus récemment du film Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Nous sommes aujourd'hui à La Baule et c'est ici que s'y déroule, au moment où nous enregistrons cette émission, le festival de cinéma et de musique de film. Après avoir remporté le prix de la meilleure bande originale en 2022, vous êtes cette année membre du jury. Ludovic Bourse, comment se sont passés ces premiers jours de festival ? Écoutez, sincèrement, ici, on ne plaisante pas avec l'amitié, le bonheur, et on est vraiment très heureux au Festival de la Baule, et on est reçu à chaque fois avec des gens extrêmement merveilleux, et des bénévoles qui œuvrent aussi toute la semaine avec nous. Et donc le début du festival, c'est extrêmement bien passé. La météo était au rendez-vous. J'ai pu rencontrer pour la première fois Monsieur Dubosc, Audrey Dana, Leslie et Samuel Le Bihan, que je ne connaissais pas, que de réputation. Et finalement, il se révèle qu'en eux, on a pu, en tout cas, et grâce à eux, trouver une forme d'union sacrée pour remettre 3 prix cette année au festival. Je vous propose, pour commencer cette émission, que l'on revienne à vos débuts dans la musique. Quel est votre premier souvenir musical ? Alors, mon premier souvenir musical, ça, on peut dire que ça commençait par une sorte de tourne-disque. Je ne sais pas si maintenant c'est un objet qui est plus dans les brocantes, mais qui revient à la mode, donc je pouvais mettre des vinyles et il y avait quelques vinyles, donc une compilation de grands thèmes de la musique classique, etc. Et donc, je mettais ça beaucoup en boucle. Je me souviens, je m'attachais à des musiques après indiennes ou autres. Et c'était, en tout cas, pour moi, un refuge jusqu'à ce que je me retrouve face à des enfants dans mon quartier qui pratiquaient un instrument qu'on appelle l'accordéon. Et forcément, j'étais pas très attiré au départ par l'instrument parce qu'il était très stigmatisé, et toujours d'ailleurs. Il porte Enfin, les gens, il y a beaucoup de personnes adorent l'accordéon, mais à mon époque, quand on est jeune, quand vous faites de l'accordéon, on était un peu moqué. Mais quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que ces enfants-là s'étaient mis sur le coin d'une rue à côté de chez moi. On était au printemps, on commençait à s'installer avec des chaises et à jouer un morceau en commun. Et tous les gens du quartier ont commencé à se rapprocher petit à petit. Et c'est bien plus tard qu'on m'a posé des questions sur mon enfance, pourquoi je suis venu à la musique. Je ne savais pas quoi répondre, jusqu'au moment où j'ai compris à un moment donné que voilà, je voulais attirer l'attention sur moi. Voilà. Donc j'ai fait par accident, un peu, en tout cas, je ne sais pas comment, au niveau psychologie, on peut identifier ça, mais en tout cas, c'est par cela j'ai été intéressé à la musique, appelé par cette reconnaissance que je recherchais. Oui, donc cette forme de recherche, de reconnaissance, et cette rencontre avec cet instrument,
l'accordéon, vous l'avez dit, qui est, puisque vous êtes né dans le Morbihan, un instrument très local finalement. Alors, il y a plusieurs types d'accordéon. Celui que je pratique, c'est l'accordéon chromatique. Celui dont vous faites éventuellement référence, qu'on ne connaît pas tous les instruments, je le conçois, mais c'est des accordéons diatoniques qu'on retrouve dans le folklore. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait Jean Raffray, qui m'a non seulement donné le goût de la musique et transmis énormément de choses formidables, mais c'est lui qui m'a mis aussi à écouter du jazz, de la grande musique, et donc même sur ce qu'on faisait à l'accordéon, il nous incitait plus à aller jouer un répertoire beaucoup plus moderne que dit musette, ou vous voyez, c'est ça, que j'ai pratiqué évidemment. J'ai même enfant, j'ai fait des balles musette. Et donc, après cela, mon professeur d'accordéon, on a vu que j'avais des facilités dans la musique et il demande à mes parents, il faut absolument qu'ils fassent du piano, quelque chose à faire. Et donc, j'ai fait des cours particuliers dans des écoles municipales avec des profs plus ou moins intéressants. Et jusqu'à ce que je rencontre après une concertiste qui a conseillé ma maman d'aller voir une professeure de piano. Par contre, j'avais des positions et une technique exécrable, donc j'ai dû reprendre tout à zéro pendant un an avant de repasser les concours d'entrée de l'École nationale, qui est un conservatoire maintenant à Saint-Brieuc, puis après à Vannes dans le Morbihan, parce que mes parents sont plus originaires du Morbihan. Et donc voilà, j'ai fait les classes de piano de différents professeurs jusqu'à ce que je monte après à Paris, vers l'âge, j'avais même pas 18 ans, pour faire une école de jazz qui s'appelait le CIM. Pourquoi avez-vous continué à faire de la musique? Qu'est-ce qui vous plaisait concrètement? Un moyen de s'évader, tout simplement, déjà. Parce que quand vous faites de la musique, le temps s'arrête. C'est vraiment c'est proche de peut-être thérapeutique. Enfin, celle-là, bien sûr, c'est éprouvé, bien évidemment, pardon. Mais voilà, moi, je sais faire que ça, et des crêpes. Donc, à l'école, j'étais pas du tout un bon élève. J'étais un peu un perturbateur, donc je faisais tout pour justement me faire remarquer et finir chez le directeur de l'école, qui était en plus mon parrain, donc, et qui n'était pas du tout un tendre. Donc donc voilà, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, j'y suis. C'est compliqué de répondre à cette question. Et à la fin de vos études, en sortant du conservatoire, qu'est-ce que vous avez fait? Comme je viens de le dire avant, après je suis allé dans les classes de piano de Vannes. Et bon, j'ai eu une dernière prof qui était vraiment pas, qui s'intéressait pas, en tout cas elle n'était pas pédagogue. Elle était très gentille, mais pas du tout pédagogue. Et puis ça a commencé à me dégoûter justement du piano dit classique, etc. Et même si je suis émerveillé et évidemment un grand amoureux de la grande musique et son répertoire, évidemment, comme tous les styles d'ailleurs. Mais donc, je me suis dit, tiens, finalement, si je fais pas quelque chose, je me barre pas de Bretagne, je vais faire un métier, quelque chose qui va pas m'aller. Donc, j'ai réussi par un copain, Eric Bivet, qui était un batteur avec qui je jouais, plus âgé que moi, qui m'a parlé, tiens, il y a une école de jazz à Paris, et c'est là que j'ai commencé à plus m'intéresser à ce style de musique. Et là, je suis allé à Paris pour rencontrer certains professeurs que j'avais vus les croiser en concert en Bretagne, et qui m'avaient en tout cas poussé à venir dans cette école. Et donc, j'ai fait un crédit à la banque, et puis je suis parti à Paris et vogue la galère, comme on dit. Et vous avez, je crois, joué du clavier dans un groupe aussi à la fin des années 90 qui s'appelait 7? Ouais, c'est ça. J'ai joué dans plusieurs groupes, mais le plus connu, parce qu'on a fait quand même un album chez Warner, c'est un groupe qui s'appelait 7, le chiffre 7, pour sa symbolique, etc. Qu'est-ce que vous y faisiez? Alors, c'est des rencontres de musiciens qui étaient parisiens, et donc moi, je cherchais à rencontrer des gens, donc je traînais dans les studios de répétition. Bon, je regardais les petites affichettes pour voir qu'est-ce qu'on recherchait, et puis après tout simplement les gens s'appelaient et on se retrouvait en répétition et on était un peu auditionnés pour voir la qualité ou le niveau des musiciens. Et donc je suis arrivé déjà dans un groupe qui était constitué, il cherchait quelqu'un qui faisait des claviers, et le groupe s'appelait pas 7, il s'appelait SDF, les Serviteurs de la Force, et c'était une sorte de groupe un peu très
parliament, funk musique, mais assez psychédélique, avec voilà, des côtés Zappa-esque. Et donc, je me suis retrouvé à devenir le clavier. Et puis après, j'ai naturellement pris les choses en main parce que j'aime bien aussi diriger, apporter mon avis, parce que j'avais des idées un peu plus précises. Et donc je me suis retrouvé après être compositeur et travailler après sur un album qu'on a sorti en 96, je crois. 96, oui, chez Warner. On a fait une tournée de tous les zéniths en première partie du groupe Trust, qui est un groupe très très connu dans les années 80 de hard rock. Et puis après, j'ai voulu changer. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse autre chose. Je suis devenu après, j'ai pu m'acheter un peu de matériel et puis aller dans des studios pour travailler dans d'autres registres musicaux. Voilà. Vous avez fait des arrangements aussi pour des artistes. De manière générale, qu'est-ce qui vous inspire quand vous composez de la musique ? Ça dépend après l'émotion dans laquelle vous êtes. Évidemment, on peut tout traduire d'une certaine manière. Je peux être avec un piano et puis illustrer éventuellement ce que je vois à côté, avec la pluie qui commence à tomber sur la piscine. Et on se focalise plus sur ce genre de choses, là, sur l'instant présent sur lequel je suis en train de répondre à votre question. Sinon, après, c'est des sentiments personnels du jour, ou bien des choses encore plus profondes. Je pense que quand on arrive à aller au fond de soi, à se laisser aller, et grâce à la musique, on arrive à comprendre certaines choses sur ce qu'on a en soi, de l'accepter. Même en n'étant pas forcément virtuose, mais en allant chercher vraiment ce qui vous correspond. Ça s'appelle, je pense, la singularité que trouvent après les compositeurs ou les compositrices assez rapidement. Soit vous le développez au fur et à mesure justement d'aller chercher ces notes de musique qui sont en chacun de nous. Parce que vous aussi, vous écoutez de la musique, vous êtes sensible à ça, même si vous ne les reconnaissez pas ou vous ne pensez pas être un analyste comme c'est la plupart pour des gens avec qui je discute. Et voilà, on a tous nos émotions. Justement, c'est là-dedans qu'il faut aller les puiser. On a une forme de vérité ou des choses qui existent. Voilà, donc c'est très inspirant. Oui, mettre de la musique sur des images, des sentiments. Cela nous amène au 7e art et à cette rencontre avec Michel Hazanavicius qui va vous permettre de travailler pour la première fois au cinéma. Nous sommes en 1993. Michel Hazanavicius vient de finir de réaliser le téléfilm parodique La classe américaine, Le Grand Détournement. Le jeune réalisateur travaille à l'époque pour la chaîne Canal+, et fait partie du cercle amical de la bande d'humoristes Les Nuls. C'est l'éditeur du groupe 7, dont fait partie Ludovic Bourse, et qui fréquente cette bande d'amis, qui va présenter le compositeur à Michel Hazanavicius. Si les premiers échanges entre les deux hommes ne semblent pas de bon augure pour une collaboration, le réalisateur va tout de même faire appel à ce dernier pour composer la musique de ses publicités. Il lui confiera même la bande originale de son premier film appelé Mes Amis. En 1999, le compositeur et le réalisateur verront donc leur travail diffusé pour la première fois au grand écran. Une première au cinéma pour Ludovic Bourse et le début d'une collaboration d'une dizaine d'années qui amènera les deux hommes bien plus loin qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ludovic Bourse, quelle est votre première rencontre avec le cinéma ? Quel est votre premier souvenir de 7e art ? La première rencontre avec le cinéma, c'est par des rencontres d'amitié avec un éditeur qui m'a beaucoup aidé, Fabrice Benoît, qui était chez Email Publishing à l'époque et qui avait un copain qui commençait à faire un peu de cinéma et qui venait de terminer un film parodique qui s'appelait Le Grand Détournement. Donc je pense que les connaisseurs, en tout cas le film étant culte, vous savez de qui je parle, évidemment. Donc je rencontre Michel Hazanavicius, qui était aussi pour gagner sa vie dans le monde de la publicité et faisait beaucoup de films publicitaires. Et on s'est rencontré avec un ami, Kamel Echek, qui était très proche de lui, et qui était musicien, et on était appelé par Michel pour justement s'essayer à mes premières expériences de musique à l'image par la publicité. Voilà. C'est ça. Et ensuite est arrivée cette première expérience au cinéma, ce premier film en 99. Quel est le processus de composition d'une musique de film ? Ça commence par une rencontre avec un réalisateur ?
Indéniablement, oui. Par contre, après, je sais qu'il y a des compositeurs qui n'ont pas la chance d'avoir encore des films, et donc ils provoquent en eux, en tout cas, très certainement des exercices de style en mettant leur propre musique sur des films ou des passages de. Voilà, c'est dans les écoles, on apprend ça. Moi, je suis un autodidacte. Mais je sais pas quelles sont les règles, mais en tout cas, évidemment, celui qui écrit l'histoire, déjà, le scénariste, c'est important si c'est souvent aussi le réalisateur ou la réalisatrice. Et donc voilà, c'est des rencontres qui sont évidemment essentielles pour, même avant le tournage, de voir quelle est la sensibilité de la personne, voir si elle a aussi elle a confiance en elle. Est-ce que nous, quand on arrive musicien, souvent les gens qui dirigent un film sont toujours un peu pudiques ou ils ont peur d'être maladroits, de ne pas avoir les bons mots pour exprimer techniquement ce qui est indéfinissable, parce que la musique, on ne l'exprime pas, on la ressent. Donc j'essaie toujours à chaque fois de dire au réalisateur, etc., si tu m'as écrit ça, c'est que tu ressens des choses, et en plus si tu aimes la musique, écoute, c'est comme à chacun, tu parles avec ton cœur tout simplement, et je comprendrai, donc il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce qu'on trouve après justement le langage de communication, et je pense que il faut être assez clair, surtout quoi, quand on travaille avec des gens autour de la musique, et donc voilà. Pour le film The Artist, par exemple, quelles étaient les indications de Michel Hazanavicius, le réalisateur ? Oh là là, c'était là, c'est une autre interview qu'il faudrait pour expliquer un peu tout ça, parce qu'on ne savait pas où on allait justement. Il n'y avait pas de manuel ou de comment dirais-je. Tout était extrêmement complexe, parce que je pars d'un scénario où il n'y a pratiquement pas de dialogue, mais il y avait des situations. En général, j'aime bien toujours composer en amont et sur le scénario quand il vous inspire et quand il est bien écrit. Et évidemment, s'il vous inspire, c'est qu'il est bien écrit, pardon. Mais ce qu'on essaie de provoquer en soi, c'est tout de suite stimuler une vision et se mettre dans un état, justement, soit comme ce qu'est l'histoire, ou soit si vous attachez plus à un personnage, donc c'est de vous mettre aussi, faire un transfert d'identité sur ces choses-là pour commencer à ressentir le film, ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il veut avoir, quel ressenti on peut ressortir on peut faire ressurgir de ces personnalités-là. Et donc, pour ma part, sur The Artist, hein, c'est différent quand même des autres films, et parce que le scénario il était pauvre en information, mais donc tout résidait sur le tournage. Mais Michel, comme vous savez, vient de faire un film d'animation, La plus précieuse des marchandises, et Michel était un dessinateur. Et d'ailleurs, il est constamment en train de dessiner tout le temps, hein, enfin souvent en tout cas. C'est quelqu'un qui a vraiment cette fibre-là avant qu'il fasse du cinéma. Et donc, il avait fait un storyboard justement de The Artist, et que j'ai demandé à avoir. Donc j'ai fait, bon, c'était quand même un sacré pavé, parce qu'il y avait tous les plans de caméra, etc. Mais pratiquement tout a été dessiné par Michel. Donc j'avais le visage de Pépi Miller, j'avais le visage de Jean, et de certaines situations. Et j'avoue que à un moment donné, il y a un dessin fait au crayon que j'avais tout photocopié, que je mettais sur mon piano, et des fois, peut-être des ensembles de petites séquences pour m'imprégner de ce que Michel avait fait au crayon, etc., pour essayer d'alimenter en moi déjà prendre de l'avance, parce que faire une musique dans le style hollywoodien, je ne connaissais pas forcément, donc j'ai appris vraiment sur le tas, avec certes des études de score d'époque, de grands chefs d'orchestre ou de grands compositeurs du style hollywoodien. Donc voilà, c'était vraiment un challenge pour moi qui était impossible, mais j'y suis allé, et avec toute la confiance de Michel. Voilà. Donc j'ai créé grâce à ces dessins, je créais des thèmes au piano, voilà, assez longs, pour pouvoir avoir une base qui me permettait d'avoir, par exemple, 6 thèmes assez importants,
qu'on retrouve à différents tempos, qu'on appelle des déclinaisons. Voilà. Mais non, les déclinaisons, ce sont comment dirais-je, des réarrangements d'une mélodie principale, etc. Franchement, maintenant, les gens peuvent dire, tiens, cet air-là, je l'ai entendu avant, donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle les déclinaisons de ces thèmes-là différents, en fonction des protagonistes, des situations. Donc voilà, donc ça, c'est un ADN qui est très important, et justement, c'était la première fois que j'élaborais ça pour vraiment bien poser, en tout cas, des fondations pour pouvoir avoir un plan de travail pour après mieux agencer tout le reste. Et le reste, c'est encore une fois 2 heures d'explication parce que c'était très compliqué. Parce que chaque personnage principal avait son thème ou... C'est ça, ou une situation. Des fois, ouais. Parce que des fois, on peut voir Jean Dujardin dans la pénibilité. Évidemment, il y a un thème où il est triste. Mais après, il y a une autre situation où il est avec son majordome, etc. Donc il y a un spleen qui s'installe au fur et à mesure. Et donc après, il a fallu jouer avec des axes, même des mélanges de thèmes par rapport aux comédiens ou aux situations. Donc c'était un ensemble de choses. Vous savez, la musique de film, c'est quand même des assemblages qui sont... tout peut être... Un autre compositeur a fait une musique complètement différente et ça aurait marché, bien évidemment, mais ça n'aurait pas été les mêmes notes ou les mêmes, évidemment. Donc, c'est très personnel. Hein. Et après, il faut le faire valider par un réalisateur qui, lui, a des références complètement à l'opposé. Donc, c'était des affrontements pour... je sais que Michel m'avait, sur les 6 thèmes que j'avais proposés avant qu'ils tournent, il y en avait un qu'il adorait, qui est le thème du film principal, qui s'appelle Comme une rosée de larmes. Et les autres thèmes, il m'a dit non, j'aime pas, ça ira pas pour le film, je pense pas, etc. Bon, bref, c'est de la merde, ça marche pas. Et finalement, tous ces thèmes-là sont dans le film. Ils sont revenus, je savais que je les avais créés en passant énormément de temps par rapport au rush que je recevais des États-Unis. Quand ils tournaient aux États-Unis, moi j'étais à Paris, donc je pouvais avoir tous les rushs du film pour m'inspirer un peu, mais il y avait strictement rien. C'était très difficile. Et donc, je savais que ce que j'avais fait, ça allait fonctionner pour le film. Et en tout cas, toutes ces thématiques-là, on les retrouve. Michel s'en est pas rendu compte, c'est qu'à la fin, j'ai dit, c'est ce thème-là au piano. Donc voilà, on peut déceler en tout cas sur son niveau musical. C'est ça. Et vous travaillez avec un piano, un papier, un crayon, ou maintenant, désormais, vous travaillez plutôt avec un ordinateur ou des logiciels Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est avant l'ère du numérique, les réalisateurs découvraient leur musique le jour de l'enregistrement. Après, il peut y avoir des thématiques et des thèmes qui soient joués au piano. C'est ce que faisaient la plupart des compositeurs pour montrer aux producteurs ou surtout aux réalisateurs les motifs. Bon. Et donc forcément, là maintenant, on a plus une sorte d'emprise sur et le contrôle sur la musique. C'est que le compositeur n'est plus... comment dirais-je, maître justement de ça, à moins de responsabilité. Il a une responsabilité, mais il est sous contrôle parce que il faut présenter. Donc je vais en venir je vais répondre à votre question. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle des maquettes avec des banques de sons qui imitent très bien. En tout cas, au mieux de se rapprocher de ce que seront les enregistrements finaux des musiques du film. Donc oui, on travaille directement avec des instruments virtuels pour montrer ce que ça sera, pour rassurer, dire que ça sera encore mieux avec l'orchestre. Donc ça marche comme ça. De manière générale, quel rôle joue la musique au cinéma pour vous ? C'est 50% de réussite pour le film. D'ailleurs, j'en parlais avec Audrey Dana qui est au festival. Pour elle, c'est en tout cas la musique et le son, etc., c'est 80%. Donc elle était allée un peu loin au niveau du pourcentage, mais donc ça veut dire que pour elle, c'est quelque chose qui est évidemment très fort. Et puis, un réalisateur ou un scénariste signe justement une histoire, mais le compositeur aussi. Signe une musique, donc voilà, il y a un droit moral qui est commun, et donc forcément maintenant les choses changent un peu trop. Tout dépend après
avec qui vous travaillez et quelles sont après les affinités et puis ce qu'on accepte ou pas. Mais donc, voilà. Et pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne musique de film ? Par exemple, ici à la Baule, quels sont vos critères pour décider de quelle sera la meilleure musique de film ? Je sais pas, c'est compliqué. Si on savait ce qu'était une bonne musique de film, on n'aurait plus de musique dans ces cas-là. Donc tout est jouable. Tout peut être complètement différent chaque fois. Donc tout dépend de la sensibilité des gens qui la font. Et puis de l'accord aussi, de l'aval du monde du réalisateur ou du producteur. S'ils n'aiment pas votre musique, là, c'est compliqué. Parce que ça marche pas, parce que c'est pas comme ça que l'entendre. Mais après, pour vous dire, qu'est-ce qu'une bonne musique de film, ça, je suis incapable de vous le dire. C'est très personnel. Certains vont vous dire, alors, le fameux truc, oui, une musique de film, c'est quelque chose qui s'entend pas. Voilà, Morricone, il disait ça souvent. Et évidemment, lui, sa musique, on l'entend. Même si des fois on est capté plus par l'image, et justement c'est par Morricone que je suis venu à la musique, à l'image, parce que j'ai compris la puissance et l'impact qu'a la musique dans les films. Et évidemment sur les Sergio Leone, c'est ce genre de film là que j'étais toujours saisi par l'intervention comment dirais-je, de son travail. Mais donc elle s'entend, la musique, ça c'est en tout cas il y a un niveau, voilà, à respecter en fonction de ce qu'on demande. Si après il y a des musiques qui vont être extrêmement poussives pour exagérer le trait ou le portrait ou ou des séquences qui sont, ou un film qui est pas réussi, les dernières choses qu'on peut modifier à la fin après tout le tournage, c'est le son, la musique et le montage. Donc en général, on pousse les monteurs à couper différemment, etc. Et puis à la musique, soit d'en ajouter s'il y a des faiblesses narratives, ou bien il faut soutient des choses où on se marre pas assez, donc il faut mettre une musique un peu plus qui masque en gros les imperfections, etc. Donc ça, c'est compliqué quand on se retrouve sur ce genre de film. Mais en l'occurrence, j'essaye toujours moi de me mettre en dessous justement de la narration. C'est ce que je fais souvent quand on a travaillé sur les OSS, et donc 117. Là aussi, j'essaye d'amener en tout cas un peu de placer la musique en résonance justement de l'aspect très caricatural qu'avait en tout cas avec ces films, quoi. Et donc quels sont vos critères pour choisir la meilleure musique de film, la meilleure bande originale pour le festival ici à la Baule ? Les critères déjà, c'est moi j'arrive à analyser exactement les moyens qu'a eu la compositrice ou le compositeur. On voit aussi l'aspect donc budgétaire par rapport à ça. C'est-à-dire que de ne pas fausser non plus notre jugement sur le fait qu'un film a 16 millions, je dis une bêtise, et qui va être, et un autre film où il y aura eu même pas 2 millions d'euros, et donc il y a une musique intéressante. Donc il faut faire attention justement à tous ces jugements-là. Et quel que soit le style, moi j'adore, je trouve ça formidable qu'il y ait autant de maintenant il n'y a pas assez de femmes qui sont en tout cas appelées pour faire de la musique, mais il y a des très belles sensibilités partout. Moi, je me pousse en tout cas à ce que nos consoeurs soient mieux valorisées en tout cas, et appelées surtout sur les projets. Recevoir le prix de la meilleure bande originale, vous savez ce que cela représente. Vous avez reçu un prix ici en 2022 au Festival de la Baule, mais la récompense qui marquera à jamais votre carrière, elle date d'il y a maintenant une dizaine d'années. Nous sommes le 26 février 2012. Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Jean Dujardin et toute l'équipe de The Artist est réunie à Hollywood pour la 84e cérémonie des Oscars. Le film figure dans 10 catégories. Face à eux, les réalisateurs Martin Scorsese et Woody Allen, ou même le célèbre compositeur John Williams. Ce soir, tous espèrent remporter la récompense ultime pour tout professionnel du cinéma. Ludovic Bource, lui, y présente avec The Artist sa 5e bande originale et n'est encore qu'un novice par rapport aux autres compositeurs nommés. Malgré le Golden Globe, remporté par le français aux États-Unis il y a quelques semaines, rien n'est encore joué. À plusieurs milliers de kilomètres de sa Bretagne natale, Ludovic Bource sait que cette soirée pourrait marquer à jamais sa carrière.
Penelope Cruz et Owen Wilson, entrent alors en scène pour remettre l'Oscar de la meilleure bande originale. And the Oscar goes to Ludovic Bours, the artist. Please accept me because I've got so much love to give. Thank you for all. Thank you, Michel. Ce 26 février 2012, Ludovic Bours reçoit la fameuse statuette, acclamée par les grands du cinéma américain et international. Au total, le film The Artist recevra 5 Oscars. Ludovic Bours, vous vous y attendiez à cet Oscar, cette récompense. Quelle a été votre réaction à ce moment-là ? Je pense que j'étais pas vraiment présent. Ça me dépassait complètement. J'étais là, on me poussait sur une scène à chaque fois pour prendre des prix partout sur la planète. Et je me demandais j'étais content parce qu'on faisait on se retrouvait avec toute l'équipe. On était évidemment très très bien reçus. Donc je découvrais les hôtels de luxe, les palaces, les chauffeurs particuliers, les courbettes de partout. Donc j'ai eu pas mal, en tout cas, ça l'est encore là maintenant, peut-être plus le syndrome de l'imposteur. Donc ce qu'on se retrouve là, même comme le dit Michel, il nous dit ça, on a fait un film d'escroc, quoi. On joue avec ça, on arrive de nulle part, on est un peu les outcasts, comme disent genre aux États-Unis. On est arrivé faire avec un film qui aurait dû être fait par les Américains, hein. Donc ils y avaient à penser. Et finalement, Michel était arrivé avec cette idée folle et puis forcément. J'étais quand même très approché par toutes les confrères et consoeurs du commande aux États-Unis. Quand on faisait des masterclass ou des Q&A, comme on dit aux États-Unis, ces questions-réponses, on était souvent dans des salles où c'était clairement des projections que pour des gens qui faisaient de la musique. Donc j'étais à des salles pleines. Et après, vous répondez à des consoeurs ou des confrères qui sont experts et qui ont vu votre travail, qui le jugent, qui vous posent des milliards de questions, et qui a fait ça, comment et pourquoi, pourquoi vous avez mis des flûtes. Nous, aux États-Unis, on nous interdit de mettre des flûtes parce que ça prend peut-être un peu trop de place, etc. Ce sont des points de vue qui sont assez difficiles pour eux, en tout cas, à gérer. Et donc, je me suis retrouvé au fur et à mesure. On allait aux États-Unis un peu partout, présenter le film, ou des festivals où on recevait de plus en plus de prix. J'étais quand même très approché par beaucoup de gens qui nous donnaient déjà des signaux comme quoi on allait, il pouvait se passer quelque chose sur le film. Donc voilà, je me suis retrouvé donc sur scène. À recevoir un Oscar. Donc j'ai eu un peu honte parce que il y avait John Williams qui était aussi nommé pour 2 films cette année-là. Et John Williams, pour moi, c'est un des derniers super-héros du cinéma hollywoodien, à sa manière, etc. Comme je le dis à chaque fois, je me regretterai jamais quand on me pose cette question des Oscars, c'est qu'on devrait donner un Oscar à chaque musique de film que fait John Williams. Donc voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer, de passer un tout petit peu de temps avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, etc. Et donc j'aurais rendu aussi hommage quand j'ai reçu mon Oscar. J'étais fasciné et comblé d'avoir passé du temps là-bas, bien évidemment. Et puis mon Oscar, je l'ai gagné. C'est pas je pense avoir mérité aussi. C'était pas évident, mais. Et à partir de ce moment-là, vous êtes finalement devenu une référence. Comment s'est passé l'après ? Est-ce qu'il y avait une forme de pression sur vos futures compositions ? Alors, une référence, je sais pas. Il y a certaines nouvelles générations, maintenant, je sais pas, 10 ans après, je reçois des messages, oui, après, je vois après, il y a des choses qui font que j'ai... des consoeurs ou des confrères disent je me suis inspiré de ton truc là-dessus, ça m'a aidé, merci. Donc ça arrive souvent, donc ça me gêne un peu parce que j'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit. C'était compliqué parce que moi, les gens ont pensé qu'après j'étais inaccessible, que j'allais être trop cher ou j'étais surchargé de projets. Alors évidemment, on m'a proposé plein de films, mais je les ai pas faits. Aux États-Unis, il y a une très grosse concurrence. Quand on vous propose des films qui sont énormes et que vous ne connaissez pas comment s'articule
la manière de faire une musique de film aux États-Unis et faire carrière. Il y a peu de gens qui arrivent à résister justement, à tenir une cadence de travail qui est effrénée, etc. Donc moi j'ai choisi de rester en France pour être près de ma famille, pas reproduire le schéma familial que j'ai connu, et pour être proche de mon fils qui est maintenant un futur danseur. Et puis, pourquoi pas après retourner prochainement faire un tour là-bas. Hans Zimmer m'avait proposé à l'époque de venir dans ses studios. Donc voilà, après, pour travailler aux États-Unis, il faut aller là-bas. Et en l'occurrence, en France, lui, on m'appelle évidemment surtout par rapport au style des musiques que j'ai faites surtout sous OSS, les OSS et The Artist, même si j'ai fait d'autres films qui sont plus modestes, mais que j'adore. Mais là, en l'occurrence, le petit Nicolas, le film d'animation de Benjamin Massoubre, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et donc, où là, on m'a appelé aussi pour des raisons, voilà, les gens qui font des films, ils prennent des disques et après, ils vont coller des musiques préexistantes sur des scènes pour voir si ça marche ou pas, quelle est la couleur qui peut bien mieux correspondre à ce qu'ils sont en train de faire. Et si Benjamin m'a appelé, c'est pour ces raisons-là, parce que déjà j'ai mis des artistes, j'ai mis du OSS ou du Clear History, un film américain que j'avais fait. Et donc, en tout cas, ma petite écriture et ma petite singularité fonctionnaient sur ce qu'il voulait. Donc, on est allé après, encore une fois, dans des choses plus comment dirais-je, des musiques un peu d'école, voilà. Mais j'aimerais faire autre chose aussi. Oui, c'est ça, d'autres styles. Est-ce que pour les années à venir, vous envisagez de vous écarter un peu du jazz ou de la musique actuelle pour d'autres genres? Parce que j'ai cette étiquette-là, quoi. Donc oui, j'aimerais bien essayer autre chose. J'aimerais bien rencontrer, aller plus sur des films beaucoup plus modestes, avec ou sans argent, pour en tout cas pouvoir exprimer les choses. Moi, mon salaire, c'est d'être heureux. Et donc, évidemment, ouais, j'essaye d'attirer, en tout cas, l'attention sur la possibilité d'être sur des films qui sont pas de genre. Mais même si, évidemment, quand on me propose des films qui ont l'air super, donc j'essaye toujours le moyen de trouver dans mon planning une place, quoi. Mais bon, on verra. Jusque-là, vous avez la chance de pouvoir sélectionner les films qui vous plaisent, en tout cas. Oui et non, vous savez, là, la période du Covid, et puis l'industrie du cinéma a souffert beaucoup des plateformes. Le cinéma traditionnel, on va dire, c'est le ça, avec les exploitants, qu'il faut défendre impérativement, hein. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, parce que les films sur lesquels j'étais placé étaient très intéressants, très pertinents, et ils sont finalement pas été, en tout cas, refinancés. Ça a été compliqué pour la carrière aussi des gens qui étaient derrière. D'autres qui finalement viennent d'être sauvés, dont un film que je vais faire avec Benjamin Massoubre qui s'appelle Incroyable, qui va se filmer en 2025. Et donc, forcément, l'industrie en salle aussi a vraiment drastiquement rechuté, même si maintenant, depuis quelques mois, ça commence les gens ont envie encore d'aller en salle de cinéma. Donc, évidemment, ouais, c'est une industrie qui est en tout cas, si les plateformes ne sont pas là, évidemment, les compositeurs ou compositrices ne pourraient pas vraiment travailler. Et puis, même forcément, ceux qui écrivent et réalisent les histoires. Donc c'est un entre-deux. Je pense qu'on est dans une phase de transition qui est en train d'opérer, j'espère. Tout dépend ce que veulent aussi c'est de l'être humain, s'il doit rester chez lui, assisté par tous les IA et les plateformes qui lui donnent en gros ce qu'il souhaite. Non, la curiosité est importante, sortir et puis rencontrer des gens pour créer un lien autour entre autres du cinéma, pourquoi pas. Pour terminer cette émission, s'il y avait un seul réalisateur avec lequel vous auriez aimé travailler ou vous aimeriez travailler encore aujourd'hui, ce serait lequel ? Dernièrement, j'ai eu une interview, j'ai cité Jacques Audiard. J'aime beaucoup son univers. Même si des fois il n'utilise pas forcément plus de musique que ça. Alexandre Desplat, il travaille beaucoup avec lui, me semble.
Mais j'aimerais bien, en tout cas, passer du temps à parler avec des gens qui ont des idées aussi incroyables, quoi. Donc, il y aurait lui, évidemment, une nouvelle peut-être une nouvelle école peut-être qui arrive, voilà. J'aimerais bien faire une rencontre avec jeunes réalisatrices ou réalisateurs qui auraient besoin d'aide et avec un projet de dingue, même si ça met plusieurs années, mais commencer à, en tout cas, s'entourer de gens qui sont peut-être moins sur la finance et à tout prix faire un film qui soit rentable, etc. Et je conçois qu'il faut évidemment de l'argent pour faire un film, mais voilà, avant tout parler d'art et que d'argent, de marketing, etc. Donc là, c'est quand même... c'est pour ça que je vous dis, on est en train de vivre une transition pour amener, en tout cas, à la table des choses qui seront encore peut-être nouvelles et merveilleuses à voir. Travailler avec de nouveaux talents. Merci Ludovic Bourse de nous avoir raconté votre histoire et les secrets de vos créations, la genèse de ces grandes musiques de films comme celle de The Artist. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons très bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. C'était Genèse, le podcast de la création, présenté par Oscar Chedemois.